On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Qui dit mois de septembre dit le lancement du Guide de l'Auto 2018, avec l'un de ses co-auteurs, l'avocat et chroniqueur automobile joannais Jean-François Guay. Il sera avec nous dans quelques instants pour nous parler des principaux faits saillants. Il y a un spécial de 48 pages sur les Corvettes. Mais d'abord, on vous parle de Venise en Québec. Il y a eu le 18 août dernier, inauguration de la Cache du lac Champlain, un superbe hôtel, tout juste aux abords, évidemment, de la baie Missisquoi. Je dis bien, c'était probablement l'un des joyaux les moins connus ou les plus sous-estimés de la région. Je parle ici de la région de Venise en Québec. Mais là, avec le projet qui est en place, on a inauguré il y a quelques jours à peine, en fait le 18 août dernier, la Cache du lac Champlain, un investissement de 15 millions de dollars, 40 emplois de créer. Et on dirait que la roue commence à tourner dans l'autre sens. Deux invités pour en parler. D'abord, Dan Cyr, qui est le directeur général de la Cache du lac Champlain. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné d'Isabelle Charlebois, qui est la gestionnaire touristique ici sur le territoire du Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est un projet hyper important parce que, bon, les atouts du lac Champlain, de la baie Missisquoi, de Venise en Québec sont là. Et on le sait, oui, il y a eu les inondations en 2011 qui, ultimement, ont peut-être accélérer le processus auquel on assiste aujourd'hui. Parlez-nous peut-être un peu des premiers balbutiements du projet. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu de l'intérêt pour vous impliquer et investir à Venise en Québec? Bien, Venise en Québec est définitivement, il y a place à exploitation. Oui. Donc, il y a beaucoup d'attraits qui étaient intéressants là. Donc, pour nous, d'ajouter une propriété dans notre chaîne hôtelière qui est C-Hôtel, c'est définitivement une localisation qui était intéressante pour nous. Donc, aller là, on a pris la concession, le bail pour le golf aussi, oui. Le plan d'eau en avant. Il y avait place à emmener aussi de la restauration. Il y avait place à emmener des événements banquets, corporatifs, événementiels, mariages. Il y avait déjà cette demande-là aussi à Venise en Québec. Donc, pour nous, c'était l'endroit idéal pour ouvrir ce type de projet-là. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Je ne sais pas, je me mets dans votre peau ou vos associés. On débarque à Venise en Québec, puis on dit, OK, là, est-ce qu'on investit ici? Puis là, on regarde, on fait comme, ouais, OK. C'est quoi l'élément déclencheur qui dit, oui, on y va? C'est une bonne étude de marché, définitivement. Oui. Donc, on a vérifié le trafic un peu qu'il y avait sur Venise, aussi le potentiel. Donc, avec la région de Saint-Jean-sur-Richelieu qui est très près, ça devient une destination rapide, corporative pour l'événementiel. Venise en Québec, c'est une destination sûre, 5-6 mois par année. Donc, l'été, il y a beaucoup de touristes qui passent dans la région et tout. C'est les autres mois qu'on doit travailler dessus. Et puis, c'est ce qu'on va faire avec notre équipe de vente. On a une grande équipe de marketing aussi. Donc, c'est une région qui est à développer. C'est quoi le potentiel de Venise en Québec et sa région immédiate? Parce que, bon, là, évidemment, on a un complexe hôtelier là, majeur. Ça va être quoi l'impact de ça dans les mois et les années à venir? C'est pas la projection qu'on peut faire de tout ça? Bien, c'est sûr que Venise en Québec aide beaucoup le Haut-Richelieu à se positionner l'été comme étant une destination vraiment estivale, villégiature. C'est un peu la seule dans le Haut-Richelieu présentement. Donc, les gens qu'on attire autant à Venise en Québec, à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, passent par Saint-Jean. On est tous à 20 minutes près, donc c'est sûr que ça crée un bel achalandage. L'entreprise, la Cache, vient compléter l'offre à 100 Je pense à il y a un an, quand j'allais dans les salons corporatifs et puis il y a des groupes qui cherchent des espaces de réunion pour 200 personnes sur le bord de l'eau, dans le Haut-Richelieu, on n'en avait pas. Donc, ça répond à 100 à une offre qui était existante, là. Donc, je pense qu'on va positionner, on va être capable de répondre à ce besoin-là, enfin, avec la Cache, puis en espérant que ça déborde sur le reste de la région. Quel est le potentiel aussi de la clientèle américaine? Je fais une parenthèse ici, on l'a vu il y a quelques années. Bon, il y a le centre de ski JP, qui pourtant, Jay, je veux dire, c'est au milieu de nulle part et qu'on a quand même investi beaucoup de sous au niveau du complexe là-bas. Maintenant, dans le cas de Venise en Québec, qui n'est pas très loin de Montréal, pas très loin de Sherbrooke, même pas très loin de beaucoup de villes, c'est quoi le potentiel d'attirer des touristes américains à Venise en Québec? Il y a déjà beaucoup de groupes américains qui nous ont approchés, qui sont intéressés à faire des événements chez nous. Il y a une énorme communauté francophone à Burlington qu'on va travailler avec très prochainement. On le voit là, avec 2 semaines d'opération, on a quand même une bonne clientèle déjà américaine qui viennent juste visiter la région. Beaucoup de gens nous parlent du spa qu'on va emmener dans la région aussi, qui n'est pas très loin pour eux. On est seulement à 12 km des douanes américaines, donc on devient vraiment une destination pour ces gens-là.
Puis en plus, la monnaie américaine est favorable. Là. Donc, oui. les gens viennent nous visiter au Canada et puis pour eux, ben, ils peuvent faire un petit week-end, même une petite nuit en semaine, forfait spa, pour venir relaxer chez nous. Bon. On le sait évidemment, il y a quelques années, le prolongement de l'autoroute 35, qui n'est pas complété encore, il reste encore un petit bout jusqu'à la 89, mais quand même, la 35 est probablement un élément aussi déclencheur dans tout le développement de Venise en Québec. Bien, oui, puis on attend, on a bien hâte de voir l'évolution de la 35. C'est sûr qu'on a continué, nous, à travailler beaucoup des relations avec les Américains. On a même créé récemment une carte touristique avec les Américains, Bromiskois, Richelieu, l'État du Vermont et l'État de New York, pour commencer à que ce soit une grande région, le lac Champlain, puis pouvoir atteindre plus facilement le marché de Burlington, de Boston éventuellement. Là. Donc, on s'ouvre des portes, puis un jour, on espère que la voie va être facilitante. Là. Parlez-nous de l'hôtel en tant que tel. Donc, on parle de 56 chambres. À quoi ressemblent les chambres? Dans le fond, quel type d'hébergement voulez-vous offrir à vos clients? C'est un hôtel 4 étoiles, donc un style ouvert, épuré, mais rien n'a été laissé de côté. C'est notre 4e propriété, donc on améliore nos propriétés de fois en fois. Donc, pour en avoir ouvert quelques-unes des hôtels, celle-ci est presque parfaite. Là. Elle offre tout en plus. On a la restauration qui est sur place, le spa qui est sur place, la possibilité d'événements qui est sur place. Donc, c'est vraiment une destination où est-ce que tu peux arriver, en espérant avec la 35, dans pas loin, stationner ta voiture et puis passer là, 3-4 jours là, et puis avoir plein d'activités. Mais c'est un concept qu'on travaille très fort. Comme je disais, de hôtel en hôtel, on essaie de s'améliorer, arranger les petites choses qui ont besoin d'être améliorées. À quels endroits sont situés les 3 autres hôtels du groupe? 3 autres hôtels du groupe, 2 dans la Beauce, une à Scott-en-Beauce, qui est un peu notre maison mère, la Cache à Maxime. Ensuite, il y a eu à Beauceville, la Cache du Golfe, qui est construite directement sur le terrain de golf. Et puis, plus récemment, à Thetford Mines, la Cache du Domaine, une propriété là, extraordinaire, splendide. Donc, 56 chambres, 4 étoiles. Au niveau des salles de réception, on a quoi au juste? Salle de réception, on peut accueillir des groupes de 2 personnes à environ 250 personnes. 250. Donc, la salle peut être divisible, je présume? présume? Oui, divisible en 2. Et puis, on a une petite salle exécutive aussi où est-ce qu'on peut avoir un plus petit groupe corporatif de 6 à 10 personnes. Okay. Au niveau de l'offre de restauration? L'offre de restauration, on a le Grec Bistro Bar qui est sur place. C'est un bistrot-bar de 75 places, terrasse, 40 personnes à l'extérieur, qui offre 3 repas par jour, 3 services, les déjeuners, le dîner et puis le souper. Table d'hôte, 4 services, très abordable, un peu réglé avec la clientèle présente. Ouais. On a besoin des locaux à Venise en Québec. C'est très important pour nous. On travaille avec les locaux, on travaille avec les fournisseurs locaux, on engage des locaux. Ouais. Donc, c'est important pour relancer l'économie de la région. Bon. Comment l'arrivée de la Cache à Venise en Québec va-t-elle, disons, influencer l'offre touristique dans la région au sens large? Parfois, il y a des forfaits. Bon, il y a le golf, évidemment, dans ce cas-ci, mais le parc safari, il y a des croisières aussi à Venise en Québec, les cyclistes. Évidemment, il y a de l'hébergement ici à Saint-Jean. Mais comment l'arrivée de la Cache vient, dans le fond, modifier un peu le paysage de l'offre touristique? Bien, c'est certain qu'il n'y avait pas de spa dans la région, un vrai spa à proprement dit. Là, en Montérégie, on sait qu'il y en a un à Brossard. Sinon, le prochain est dans le coin de Bromiskois, donc même plus loin, Bromont. Donc, c'était un besoin d'avoir un spa. Déjà, ça va nous aider pour l'hiver. Parce que l'été, ça va quand même relativement bien là, dans la région, dans chacune des villes. Mais le spa pour l'hiver, c'est un plus. Là. Le spa pour l'hiver, ça fait toute une différence. Puis on espère que l'hôtel va attirer des gens avec le spa, mais on espère que les autres hôtels aussi profiteront de cette attraction-là pour forfaitiser, tout comme la Cache va forfaitiser avec le parc safari ou la croisière du lac Champlain, par exemple. Donc, il faut s'en servir. Je pense que c'est un super produit. Là. Puis pour avoir vu des photos et pour avoir vu l'établissement à la Cache à Maxime, c'est vraiment un endroit magique. Jusqu'à présent, quels ont été les premiers commentaires des clients? Parce que, bon, là, vous êtes ouvert depuis quelques semaines à peine. Là, dans le fond, vous commencez à opérer l'hôtel, mais jusqu'à présent, les réservations, est-ce que ça va bien? Est-ce que
ça coïncide avec vos attentes pour le temps de l'année? C'est même au-dessus des attentes, je dirais, parce qu'on a fait une tarification un peu d'ouverture, donc on était en lancement, un peu en rodage. Les clients ont été très impressionnés, le service à la clientèle. L'hôtel est neuf, la restauration est neuve, elle est dynamique aussi, donc c'est une belle expérience pour le client. Puis en plus, la tarification est de mise, donc les clients, à date, sont très ouverts à nous donner leurs commentaires, qu'ils soient positifs ou constructifs. On veut tout entendre. On est là pour s'améliorer. Mais en majorité, très, très contents. Une belle réponse de nos clients. C'est le fun. Puis beaucoup veulent répéter l'expérience, qui est très important pour nous. Isabelle, évidemment, vous connaissez bien Venise en Québec. Ah, c'est bien. C'est drôle parce qu'il y a peut-être 20-25 ans, il y a des gens qui me disaient « Éric, Venise en Québec, c'est comme un Mont-Tremblant de l'avenir. Si Intra-Ouest a investi 2 milliards, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas quelqu'un à quelque part qui finisse par investir à Venise en Québec. Finalement, c'est arrivé peut-être plus tard qu'on pensait. Il y a eu les inondations de 2011, mais qui, ultimement, ont peut-être aidé à revitaliser le milieu plus rapidement. Est-ce que les gens à Venise commencent à vraiment y croire quand on voit des investissements comme celui de l'hôtel, de dire « Hey, wow, c'est vrai, là. On est rendu là. » Oui, bien, les gens, je pense que le développement amène le développement. Puis ça a été long avant qu'ils croient même au premier projet. Je pense que ce deuxième projet-là a été plus facilement reçu parce qu'ils ont vu le résultat avec le nez sur le lac, puis ces établissements, le succès, puis l'achalandage, l'été que ça apporte. Je pense qu'on a mis la table pour la cache. Puis non, il y a une bonne ouverture, en tout cas, de ce que j'entends. Les gens sont très contents du projet. C'est sûr qu'il y a toujours des gens qui se questionnent 2 hôtels dans la même petite municipalité. Moi, j'y crois parce que c'est 2 clientèles. Ils travaillent déjà beaucoup en partenariat pour... on parle d'une salle de 200, 250 personnes. On a 60 chambres. Donc, si on a un groupe de 200, on va remplir les 2 hôtels. C'est clair. Donc, il faut viser un peu cette clientèle-là. Moi, je pense que les gens sont très favorables au projet. Bien, un gros merci, félicitations, puis on a bien hâte d'aller faire un tour. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de l'édition 2018 du Guide de l'auto. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Qui dit rentrée, dit également sortie du Guide de l'auto 2018, avec l'un de ses collaborateurs, l'avocat et chroniqueur automobile joannais Jean-François Guay. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Ça fait combien d'années que tu collabores au Guide de l'auto? Au Guide de l'auto, je suis revenu au Guide de l'auto en 2015. Et ça fait combien de temps que tu es chroniqueur automobile? Oh là, tu me forces à dire mon âge. Depuis 1983, j'ai commencé au mois d'octobre 83 au Canada français. Quand même. Mais le Guide de l'auto, j'ai écrit au début des années 2000, mais il y a eu une période où j'avais mon propre livre aux éditions La Presse avec Jacques Duval et Éric Lefrançois. Bon. Que renferme cette Bible de l'automobile? Je suis toujours étonné de voir quand même, en 2017-2018, de voir des publications aussi volumineuses, d'une qualité quand même assez incroyable au niveau de la publication. Oui. Qu'est-ce qui fait que ça marche, ces livres-là? Puis on sait, au Québec, là, il y en a plus qu'un, mais qu'est-ce qui fait que ça marche, ça? Bien, qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est que c'est sûr qu'au Québec, c'est typique au Québec. Oui, en plus, en le Amérique du Nord, québécois, même si on regarde du côté européen, il n'y a pas d'équivalent. Côté américain, il y a des magazines. Maintenant, il y a des sites Internet qui rentrent en compétition avec des livres de cette stature. Et cela dit, c'est typiquement québécois. Quand on dit une société distincte, bien là, on a la réponse. Et pourquoi les Québécois achètent ça? Bien, première des choses, souvent, c'est des passionnés. Oui. Il y a les consommateurs aussi qui vont changer de véhicule. Il y a aussi les collectionneurs. Oui. Parce qu'on sait que le Guide de l'auto, c'est la 52e année. Donc, il y a des gens qui ont, chaque édition, ils ont commencé peut-être
quand ils ont eu le permis de conduire, ils ont commencé là. Donc, puis il y a beaucoup de jeunes aussi. Moi, là, il y a beaucoup de jeunes garçons, peut-être plus que de jeunes filles, qui s'intéressent à l'automobile, dans le sens qu'ils vont apprendre à écrire et à lire avec le guide de l'auto. Ça, c'est ce que j'entends, mettons, dans des séances de signature. Et le guide de l'auto, évidemment, durant ces 50 premières années, a été beaucoup associé à Jacques Duval, bien évidemment. Là, Jacques est plus en pause, si on veut. Oui, on pourrait dire qu'il est en pause. En pause. L'âge aussi est là, mais quand même. Là, il y a Denis Duquet, il y a Marc Lachapelle, il y a Gabriel Gélina, Daniel Belançon et plein d'autres qui participaient à la collaboration. On est 12. Vous êtes 12 auteurs au 12 total. auteurs. Quels ont été, pour ta part, les principaux textes que tu as eu à livrer dans le guide cette année? Autrement dit, quels sont les véhicules que tu as essayés pour le guide cette année? Bien, moi, j'ai eu une dizaine de textes cette année. Disons que ma contribution a été moins élevée que l'an dernier parce que j'avais des occupations, d'autres occupations. Mais moi, je vous dirais les principaux textes que j'ai faits. Écoute, ça fait tellement longtemps, Éric, que je ne me rappelle même pas. Non, je fais des blagues. Non, mais écoute, j'ai fait certains textes. Je pense à beaucoup de voitures sous-compactes, des voitures compactes, mais ce n'est pas vraiment des nouveautés, moi, cette année que j'ai fait. Étant donné que on me qualifie des fois d'un vieux de la veille. Oui, de la vieille. Et puis, il y a des jeunes chroniqueurs qui n'ont pas nécessairement essayé des véhicules, ou des différentes générations des véhicules. Fait que cette année, on m'a confié là, des modèles, c'était pas des nouveautés. Bon. Là, mais cette année, il y a un spécial Corvette 48 pages. 48 pages. L'an dernier, c'était la Mustang. Ouais. Puis là, cette année, c'est la Corvette. Parce que la Corvette, il y a 6 générations. Et en passant, on parle de la Corvette. Moi, j'aime beaucoup la deuxième génération. La dernière est bien, là, mais la deuxième génération, là, c'est une voiture qui était extraordinaire. Bon. Quels sont les autres faits saillants de ce guide cette Bien, année, le guide outre le spécial Corvette? Oui, le guide de l'auto se distingue des autres publications, moi, je vous dirais, par les matchs comparatifs. Ouais. Cette année, bien, ils ont fait un match comparatif des VUS compacts, voitures hybrides rechargeables, parce que ça, c'est vraiment c'est le futur. Et donc, ça tourne autour de ça. Ils ont donné aussi des notes à chaque véhicule. C'est la première fois que le guide se risque à donner une note. Donc, il y a des notes qui... Oui, c'est bien réparti, je pense, au niveau des notes. Parce que c'est pas facile à faire, ça. On peut donner c'est plus facile de donner un A, un B ou un C. Là, tu donnes une note, là, 70, 75 80 60 Et dans les différentes catégories de véhicules cette année, qu'est-ce qui ressort justement dans l'appréciation de l'ensemble des chroniqueurs au niveau des compacts, des sous-compacts, des berlines, des camions, des VUS, bref, on peut tous les nommer. C'est quoi les véhicules qui ressortent du lot cette année? Bien, moi, je vous dirais du côté, c'est toujours les VUS, parce que les VUS maintenant, par rapport aux voitures, c'est à peu près, je vous dirais, 60 des ventes. Tant que ça? Tant que ça. 60 des ventes, c'est des VUS maintenant? C'est des VUS. C'est sûr que, je parle pour l'Amérique du Nord, moi. Au Québec, c'est un petit peu plus serré, parce que les voitures compactes ont encore la cote. Mais je vous dirais, là, ça joue aux alentours de 60-40. Et même aux États-Unis, c'est 65-35. Et quels sont les meilleurs VUS? Les meilleurs VUS, moi, je vous dirais, bien, c'est sûr que c'est des modèles qui ont fait leur preuve. Je pense au Honda CR-V. Pour ma part, Toyota RAV4. Je pense au Ford Escape. Je pense aussi au Mazda CX-5. Moi, on parle de VUS compact à ce moment-là. Mais cette année, il y a un nouveau véhicule qui arrive. Il ne faudrait pas oublier non plus le Nissan Rogue. C'est des véhicules qui s'équivalent beaucoup. C'est toujours une question de goût à un moment donné. Mais là, on a des plus petits VUS. Là. Je regarde Nissan avec son Qashqai. Qui est une des révélations de l'année, je pense. Et il y a chez Toyota le CHR. CHR, mais là, je ne vais pas me mélanger parce qu'Honda en a un tout petit aussi. Le HRV. Le HRV, c'est ça. Donc, il y a comme une mode là, où on a des VUS, mais là, des VUS il y a des petits, des moyens petits, des moyens, des grands, puis des très grands. C'est comme si... Il y en a plein, là. Bien, c'est sûr que les manufacturiers, pour attirer des nouveaux acheteurs, ils vont diviser, ils vont faire des divisions, des sous-divisions de divisions de véhicules, dans le fond, pour offrir un plus large éventail de modèles et puis tenter différents consommateurs. Parce que c'est sûr qu'on s'entend que les petits VUS urbains, parce qu'on pense, je ne sais pas, moi, si on pense à un Nissan Juke, bien, c'est tout petit, là. Si tu compares ça avec une voiture urbaine, c'est sensiblement les mêmes dimensions. Ça, l'avantage, c'est que la garde au sol est plus haute, puis vous avez le choix d'avoir une traction intégrale. Mais c'est pratiquement des véhicules urbains. Bon, moi, je les appelle les VUS urbains. Bon.
Est-ce que les gros véhicules énergivores ont encore, malgré tout, la cote? Oui, surtout aux États-Unis. Ouais. C'est sûr que chez nous, là, l'essence a augmenté cette semaine. Ça risque, je ne pense pas que ça va diminuer, le prix va diminuer au cours peut-être des 2-3 prochaines semaines. On verra ce qui va se passer au Texas, puis en Floride. Même je regarde un nouveau véhicule, il y a l'Atlas là, de Volkswagen, là, qui est quand même un gros camion. Là. Gros camion. Mais si on pense à... Si on regarde le Ford Expedition de 2018, qui est un gros VUS, là, cette année, en 2018, il va y avoir une carrosserie en aluminium. Il va y avoir aussi une transmission à 10 vitesses, V6 EcoBoost 3.5, pour diminuer la consommation. Le poids, on s'entend que le poids a été diminué d'environ 300 livres, ce qui donne en kilos 130 kilos peut-être. Bon, tu parles des fameuses transmissions, là, c'est comme la mode, là, à savoir qui va avoir le plus de vitesse. Là. Est-ce qu'ultimement, c'est un bienfait pour le consommateur ou ça engendre des fois plus de problèmes qu'autre chose? Ça dépend de quel manufacturier. C'est ça l'affaire. Parce que Ford, là, bon, écoutez, je sais qu'on n'en aura peut-être pas de compagnie, mais il y a des manufacturiers qui ont lancé des boîtes à 9 vitesses qui ont eu certains problèmes. Des problèmes, des gros problèmes, je vous dirais. Mais c'est sûr qu'au fil des ans, il faut qu'ils peaufinent le rouage d'entraînement de la transmission. Cela dit, du côté de chez Ford, moi, je vous dirais, il faut laisser la chance aux coureurs. Si Ford, parce que la transmission à 10 vitesses va être offerte dans le F-150. Ouais. Tantôt, on le disait, le Ford Expedition, le Ford Mustang, autant avec le V8 qu'avec le 4 cylindres turbo. On peut juste espérer que la transmission va être à point, mais j'imagine que si Ford la met sur le marché, Ford est peut-être plus minutieux que certains autres manufacturiers avant de mettre un produit sur le marché. Des fois, c'est plus long, ils l'annoncent d'avance, mais une fois qu'ils le mettent en marché, il faut espérer que c'est à point. Tu en as fait mention tantôt, les fameux véhicules électriques ou hybrides ou peu importe. Là, j'ai vu quelqu'un récemment qui s'est acheté la Bolt. Qui est la voiture de l'année. Qui est la voiture de l'année. Hein. C'est bizarre parce que, évidemment, il y avait la Volt avant. Là, maintenant, on a la Bolt, mais qui, elle, est 100 électrique. 100 électrique. Autonomie annoncée de 383 km, ce qui est quand même beaucoup. Mais c'est sûr que le véhicule n'est pas donné. C'est quoi, c'est 45 000, il y a une subvention de 8 000, donc... quand même. C'est pas si pire, mais tu sais qu'en Ontario, les subventions sont de 14 000 pour les voitures électriques. C'est beaucoup plus élevé, donc... Par contre, on s'entend que cet argent-là vient des contribuables. Oui, évidemment. Donc, c'est toutes nous autres qui payons pour ça. Ultimement. Mais 14 000 ça commence à être intéressant. Et pourquoi c'est le véhicule de l'année, selon toi, la Bolt? Bien, à cause de l'autonomie, puis c'est un produit qui vient de GM. Hein, depuis longtemps, on parle toujours de Tesla au niveau de l'autonomie. Là, on parlait de la Leaf, vous savez qu'il y a une autonomie d'environ 130-160 km. La Hyundai Ioniq que j'ai essayé avec la e-Golf, qui est d'environ 200 km. OK, quand même. La Leaf, là, on parle des premiers modèles. C'est sûr que là, ils ont grossi la batterie. Puis là, il y a un nouveau modèle qui s'en vient pour 2018, qui va être dévoilé soit au Salon de Los Angeles ou au Salon de Détroit au mois de janvier. Mais la Bolt, c'est que c'est un produit américain, l'autonomie de 383 km. Donc, on peut estimer que ça varie entre 350 et 400 km. Ouais. C'est quand même extraordinaire. On peut aller à Québec, finalement. Est-ce que les consommateurs commencent à se tourner vers ce genre de produit? Parce que tous les manufacturiers offrent différents modèles là, de hybrides ou d'électriques et tout ça. Mais est-ce que les clients, est-ce que les consommateurs sont derrière cette nouvelle technologie? Est-ce qu'ils achètent ces produits-là? Bien, je vous dirais que il n'y a pas assez d'offres présentement sur le marché. Puis les prix sont encore quand même assez corsés. Ouais. C'est sûr qu'il y a une subvention de 8 000 mais si on prend une Bolt à 45 000 c'est quand même un véhicule qui va se vendre 37 000 plus les taxes. Il faut toujours rajouter les taxes. Si on regarde une Bolt, on regarde avec, je ne sais pas, une Honda Fit qu'on peut avoir aux alentours, qui commence à 15 100 c'est sûr que c'est le modèle de base. Quand même plus que le double, là. On peut comprendre qu'on va se trouver de l'essence, mais avant qu'on dépense 15 000 d'essence ou 20 000 d'essence. Donc, consultez le guide de l'auto, parce qu'effectivement, tu le disais tantôt, les gens peuvent aujourd'hui se renseigner, évidemment, sur Internet ou sur le site Web des manufacturiers. Oui. Par contre, quand on a ici l'ensemble de l'œuvre, ça reste encore un plaisir de tourner les pages, même de sentir l'odeur des pages et de voir la qualité de l'impression et d'avoir une lecture quand même assez abrégée sur les modèles pour se faire une idée. Oui. Donc, quelqu'un qui veut changer de véhicule peut très bien avoir du plaisir donc à magasiner un peu son véhicule en comparant un peu des pommes avec des pommes, parce que c'est ça aussi le défi. Effectivement, puis c'est de rêver aussi, parce qu'on parle de voitures exotiques. Ouais. Tantôt, on parlait de match comparatif. Il y a un match comparatif entre des voitures haut de gamme. On pense à la Jaguar F-Type, Acura NSX, là, qui est de retour, tout ça. Donc,
des marques de voitures exotiques, finalement. Donc, il y en a pour tous les goûts. Les consommateurs, ceux qui veulent rêver, et puis il y a toutes sortes d'informations. Des fois, on se demande la capacité de remorquage d'un véhicule. Bien là, vous allez le retrouver dans la fiche technique. Donc, ça, c'est utile. C'est très utile. Et toi, dans la dernière année, tu as essayé combien de véhicules? Là? Honnêtement, j'en ai essayé une centaine. Une centaine? Une centaine de véhicules. Au moins 2 par semaine. Tu sais, si on veut rester à jour, il y a tellement de modèles sur le marché. Parce qu'il y en a 2, 3 là-dedans, vraiment, où tu as fait « Hey, wow, je ne m'attendais pas à ça. » Ben oui, l'Alfa Romeo, la nouvelle OK. Alfa Romeo Giulia. Bien, ça dépend. Moi, je le prononce Giulia, ça peut être OK. Giulia. Et moi, je vous dirais, si ce n'était pas de la fiabilité qui est un point d'interrogation, moi, je vous dirais, c'est mon coup de cœur. Parce que si vous Et voulez c'est avoir... lequel? L'Alfa Romeo. Ah, l'Alfa Romeo. OK. L'Alfa Romeo, parce que c'est une voiture, c'est pas plus cher qu'une Audi ou une BMW. Et vous avez une certaine exclusivité avec ce véhicule-là. Par contre, le réseau de concessionnaires est faible pour l'instant. Alfa, Et il y a un point d'interrogation sur la fiabilité Oui. à long terme. à long terme. C'est ça. C'est parce que c'est un produit italien. Si on regarde un peu ce qui se passe avec la Fiat présentement, on pense Alfa Romeo qui est dans le même... c'est la même compagnie, Ouais. finalement. Hein. Et donc, c'est là-dessus qu'on peut... Mais quand on loue, c'est 4 ans. Puis après 4 ans, mais C'est plus notre problème. c'est plus notre problème. On le passe à un autre. Donc, tu es un partisan de la location. Bien, pas nécessairement, parce que ça Ouais. dépend quel genre de véhicule, puis Ouais. c'est pour qui. Si on regarde au niveau du budget, la location peut être avantageuse. Mais une Alfa Romeo, moi, je la louerais. Je ne l'achèterais pas. À moins que je veuille en faire un objet de collection, parce que je n'ai pas l'argent pour ça, l'installer dans un garage puis attendre dans 20 ans pour la revendre. Mais ce n'est pas le cas. Allons-y au jour le jour. Jean-François Gay, merci infiniment. Donc, le guide de l'auto 2018, déjà en vente avec plusieurs collaborateurs, dont Jean-François de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Là, mon petit doigt me dit qu'on va se revoir dans quelques semaines. Bien, sais-tu quoi? C'est que je trouvais que tu ne m'invitais pas assez souvent. Fait que là, je me suis dit, je vais faire de la politique. Là, ils vont m'inviter Je vais être plus obligé de me souvent. réinviter, mais comme candidat conseiller. Donc, on se C'est revoit. une blague. Non, mais je vais te réinviter quand même. OK. Salut. Ça va me faire plaisir. Salut. Reste avec nous au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Le concours Zoom sur mon patrimoine est de retour. C'est un concours de photographie, principalement pour les amateurs semi-professionnels. Et pour célébrer les 10 ans cette année, la cible, ça sera 10 lieux. Donc, vous pouvez vous inscrire. Il y a une période pour le faire, bien sûr. On vous rappelle qu'à chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. En plus de ça, cette année, on a une situation de campagne électorale. Donc, on vous invite à suivre les travaux. Vous rappelez également qu'il y a du changement du côté du télébingo. Désormais, la carte pleine est à 2 500 $. Donc, au total, 4 000 $ à faire tirer via le télébingo. Et il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, tvhr9.com. À demain. Bye bye.